Bonjour DevFest, bon après-midi, merci d'être là. C'est pas facile d'être le premier à parler après le lunch parce qu'on a tendance à digérer. En plus, les petits gâteaux étaient très bons à la fin. J'espère que vous avez aimé aussi. Et les sièges sont très bons aussi, donc ça n'aide pas. Je disais aux organisateurs avant, vous auriez pu mettre des belles chaises en bois. Au moins, ça aurait été plus facile pour moi pour vous garder réveillés. Bien, dans ce talk-ci, on va parler d'architecture plutôt cloud, bien qu'il y ait certaines choses que vous puissiez appliquer on-prem également. Je m'appelle Sébastien Stormac, je travaille pour AWS. Je ne vais pas trop parler d'AWS aujourd'hui, je voudrais vraiment me concentrer sur des best practices, des choses que nous avons appris chez AWS et chez Amazon au fil des années sur comment construire des applications qui sont résilientes, des applications qui peuvent résister aux pannes. Parce que vous savez, et je le répéterai plusieurs fois, les pannes, ça peut arriver, ça va vous arriver. Qui a déjà eu des pannes sur un système en production? Si vous ne levez pas votre main, je ne vous crois pas. Okay, d'accord? Ou vous dormez déjà, peut-être. Donc, il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'infrastructure, évidemment. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire, nous, développeurs, dans l'architecture, dans la manière dont on écrit du code. Vous aussi, peut-être en tant que client, il y a 10, 15, 20 ans, vous alliez sur un site web et parfois, ça ne marchait pas. Vous receviez un stack trace Java. Pouf. Bon, il y a peut-être une autre manière de gérer les erreurs, une manière différente de gérer ce genre de problème. Et c'est de ça que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Donc, pendant l'heure qui vient, ou un peu moins de l'heure qui vient, les 45 minutes qui viennent, ça va être un peu une espèce de catalogue de design pattern. Prenez ce qui vous intéresse, prenez ce qui est applicable pour vous. Tout n'est peut-être pas nécessairement applicable pour votre application, pour votre organisation. Et certainement, tout ne s'applique pas à AWS. Je vais tout petit peu parler à la fin, je mentionnerai un service. Et au début, j'utiliserai un exemple basé sur l'infrastructure d'AWS, mais vous pouvez plus que probablement répliquer la même infrastructure sur d'autres cloud providers, celui de votre choix ou celui que vous préférez. Je voudrais juste commencer avec ça, parce que ça, c'est le cas imprévu. Et vous êtes développeur, donc vous aviez pensé à tout. Et puis, il y a toujours le truc auquel on n'a pas pensé. Donc, on met une belle barrière et tout. Et puis voilà, il y a le bug qui arrive. Et qui, souvent, a des conséquences inattendues ou des conséquences en chaîne auxquelles on n'avait vraiment pas pensé. Vraiment pas pensé. Ma partie favorite de la vidéo, c'est maintenant. Pauvre monsieur. Mais ça montre exactement ce qui peut arriver dans votre système d'information. Le truc imprévu, le truc que vous avez dit, il n'y a personne qui ne va jamais faire ça, etc. Et puis, si ça arrive, et puis les conséquences parfois. Et aujourd'hui, vous développez non plus une application monolithique qui tourne sur un laptop ou sur un desktop, peut-être avec une base de données. Non, aujourd'hui, tous les systèmes qu'on fait d'une façon ou d'une autre sont distribués, parce que vous avez un front-end, vous avez plusieurs API, une ou plusieurs bases de données, peut-être que vous appelez des services externes également. Donc, votre système est un système distribué, ça veut dire qu'il dépend de plein de choses, du réseau déjà. Donc on commence par là, la latence, la bande passante du réseau. Et construire un système distribué, c'est compliqué. Donc il y a une chose qui est sûre dans les systèmes distribués, c'est qu'il va tomber en panne. Un jour, un moment, ça va tomber en panne. La question, ce n'est pas tellement de savoir si ça va tomber en panne, mais c'est quand et comment. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre application pour se préparer à l'imprévu. Alors, on ne peut jamais complètement se préparer à l'imprévu, mais déjà, on peut réagir de certaines façons qui minimisent les conséquences en chaîne, comme on l'a vu là juste avant. Donc, la résilience, c'est la capacité pour un système de pouvoir continuer à fonctionner sur des conditions inattendues, des conditions de panne, et même mieux, peut-être, arriver à récupérer après une panne. Peut-être que la panne s'arrête après un certain temps, je ne sais pas, la base de données n'est plus là, puis tout d'un coup elle est de nouveau là, mais au moins votre application n'a pas craché pendant qu'elle n'était pas là. Et peut-être mieux, et on va voir comment, vous pouvez même continuer à servir vos clients en mode dégradé, mais au moins les servir quand même pendant la panne. Exemple de service en mode dégradé, c'est ce changement de roue que je trouve un peu acrobatique, mais notez que le service continue de fonctionner pendant la panne et pendant la réparation de la panne. C'est la dernière vidéo, après j'arrête. Je ne vais pas faire 45 minutes avec des vidéos, vous inquiétez pas. Mais ça montre exactement mon point ici. Ça montre qu'on est capable de continuer à fournir un service, et un service en mode dégradé. Et pour ça, il faut que le réseau fonctionne, il faut que l'infrastructure fonctionne, il faut que vos applications fonctionnent, il faut une mentalité d'excellence opérationnelle. Donc il faut que les gens soient drillés, soient formés, qu'il y ait des procédures opérationnelles, qu'on sache quoi faire, qui appeler, où regarder, etc. Donc c'est un ensemble. Et ici, moi, je vais juste toucher une partie de cet ensemble qui sont des design patterns d'architecture.
d'architecture. Mais il y a beaucoup plus que ça, et malheureusement, ça prendrait beaucoup plus d'une heure de couvrir tous ces différents systèmes-là. Mais je vous donnerai des pointeurs après, vers plus de lecture si vous êtes intéressé. Vous pourrez aller lire différents articles, des articles qui m'ont inspiré pour créer ce talk sur la résilience. Alors, je vous ai dit, c'est un catalogue de design patterns. On va commencer par la distribution géographique. Bah oui, tout bêtement. Si vous avez plusieurs data centers, ne déployez pas votre application dans un data center. Déployez-la sur plusieurs data centers. Facile à dire, pas toujours, évidemment, parce que s'il y a plusieurs data centers, il y a une gestion d'état, de state qu'il faut repliquer, etc. Mais dans le cloud, la plupart du temps, les cloud providers, les très grands cloud providers en tout cas, ont plusieurs régions où vous pouvez déployer vos œufs, vous pouvez déployer vos applications. Dans l'exemple d'AWS, c'est une région en France, pas très loin d'ici, autour de Paris. Il y a Madrid qui est annoncé pour bientôt, il y a l'Italie, il y a Francfort, il y a Londres, il y a l'Irlande, il y a Stockholm, il y a Tel Aviv qui a été annoncé pour bientôt aussi, il y a Zurich qui a été annoncé pour bientôt. Bref, il y en a 25 dans le monde et je perds un peu le compte, il y en a 8 ou 9 qui sont en cours. Et donc, une des règles, c'est si vous déployez sur le cloud et que vous avez besoin de haute disponibilité, pensez à déployer en multi-région. Le multi-région a plutôt un avantage, c'est celui d'être aussi proche de vos utilisateurs. Je parlais avec Cézanne, vous connaissez la boutique en ligne qui vend des vêtements et qui me dit grâce au cloud, on peut déployer et ouvrir un magasin sur la côte ouest des États-Unis en quelques semaines, là où ouvrir un magasin en physique, ça prend plusieurs mois, le temps de trouver un local, de signer des contrats, etc. Donc déployez tout près de vos utilisateurs. Mais si on zoome sur une région, qu'est-ce qu'il y a dans une région AWS? Il y a ce qu'on appelle des zones de disponibilité, ça c'est un peu spécifique à AWS, mais les autres vendeurs ont des concepts similaires. Et une zone de disponibilité, c'est vraiment un groupe de bâtiments qui sont séparés par une certaine distance et qui sont interconnectés avec un réseau à très très faible latence et très très haute bande passante. Donc, comme si c'était un réseau local, de manière à ce que vous puissiez synchroniser des données ou répliquer des données d'un groupe de data center à l'autre. Donc, une zone de disponibilité, c'est nous qui exposons nos limites. On conçoit les zones de disponibilité de telle manière à ce que deux zones de disponibilité ne puissent pas être affectées par la même panne au même moment. Donc s'il y a une panne sur une zone de disponibilité, les autres zones de disponibilité dans la même région ne seront pas affectées par la même panne au même moment. Une panne, ça peut être une panne d'électricité et nos générateurs qui ne marchent pas, ça peut être un incendie, ça peut être un avion qui tombe sur le bâtiment, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une inondation, une panne. Une panne, ça va arriver, ça peut être des pannes techniques dues à nous, ça peut être des pannes environnementales, si c'est un avion qui tombe ou un tremblement de terre, il n'y a rien qu'on puisse y faire, mais voilà, il faut prévoir ce genre de cas également. Donc quand vous déployez dans une région, si vous déployez sur des virtual machines, par exemple, n'allez pas mettre toutes vos virtual machines sur une availability zone, parce qu'il n'y a aucune garantie d'AWS que cette availability zone va exister tout le temps, sera disponible tout le temps. Il y a des pannes qui ne dépendent pas de nous. Donc typiquement, vous allez mettre vos virtual machines sur des zones de disponibilité différentes, parce que ce sont des bâtiments différents qui sont interconnectés. Et vous connaissez les maths un peu de combinatoire, un peu de stats. Si vous dupliquez votre infrastructure, vous augmentez le taux de disponibilité de cette infrastructure. Donc une infrastructure typique dans une région, pour une infrastructure web par exemple, vous allez avoir un load balancer qui lui est un service régional, donc sans que vous ayez rien à faire, va être disponible sur plusieurs availability zones, va recevoir le trafic de vos clients et va rediriger le trafic sur une ou plusieurs machines qui sont dans plusieurs zones de disponibilité, donc dans plusieurs data centers. Si jamais une de vos machines tombe, ça peut être une erreur à vous, ça peut être un bug dans Linux ou dans un logiciel que vous utilisez, ça peut être un problème chez nous aussi, un host qui tombe en panne, ça peut arriver également. Bref, cette partie d'infrastructure n'est plus là. Le load balancer va détecter ça et va envoyer le trafic uniquement sur les hosts survivants. Si dans cette zone de disponibilité-là, vous avez une base de données, il y a des mécanismes sur AWS qui permettent de répliquer les données dans des autres zones de disponibilité, des autres availability zones, c'est pas facile à prononcer, de manière à ce qu'on détecte que la base de données principale n'est plus disponible et automatiquement le réplica est promu en tant que master, en tant que nouvelle base de données principale sur laquelle votre application peut écrire, et le nom DNS change automatiquement, donc votre application, elle va perdre la connexion à la base de données, mais si elle réessaye, on reparlera des réessais dans quelques secondes,
Si elle réessaye, à un moment, elle va se reconnecter sur l'autre base de données qui aura été promue comme base de données principale. Donc ça, c'est un truc tout bête. C'est vraiment le BABA de la disponibilité dans le cloud. J'ai utilisé des mots qui sont spécifiques à AWS, région, zone de disponibilité. Peut-être chez d'autres vendeurs, ça s'appelle différemment. Mais les concepts sont les mêmes et vous pouvez appliquer, vous devez appliquer ce concept-là quand vous déployez vos applications dans le cloud. J'ai parlé de tout ça. Autoscaling, c'est aussi spécifique à AWS, mais je crois qu'il y a l'équivalent chez d'autres vendeurs. L'autoscaling, c'est le mécanisme dans le cloud qui permet d'augmenter le nombre de virtual machines qu'il y a dans votre infrastructure, automatiquement. Donc automatiquement, sur base de métriques que vous définissez, on va rajouter des virtual machines, on va diminuer le nombre de virtual machines en fonction du trafic, en fonction des métriques que vous voulez augmenter. Ça vous permet d'avoir la bonne quantité de serveurs pour absorber le trafic, pour répondre aux besoins de vos clients automatiquement. Et puis surtout, ça permet de diminuer aussi le nombre de serveurs quand il y a moins de trafic sur votre site web, non plus pour servir vos clients, mais pour réduire votre facture, puisque vous payez à la seconde de serveurs allumés. Ce que moins de gens savent, c'est qu'on peut utiliser autoscaling comme un mécanisme de disponibilité également. Parce qu'autoscaling, on peut le configurer, si on lui dit, bah voilà, tu dois avoir 2 serveurs dans cette région. Son job à lui, il fait que ça, il est borné là-dessus, il va garder 2 serveurs dans cette région. Et si pour une raison ou une autre, une zone de disponibilité disparaît ou un serveur disparaît, et je répète, ça peut arriver, autoscaling, tout seul, sans que vous ayez rien à faire, il va recréer cette capacité que vous avez demandée, cette capacité initiale que vous avez demandée de 2 serveurs. Donc si un serveur meurt, il sera remplacé automatiquement, il sera réenregistré auprès du load balancer automatiquement. Et ça, c'est un autre moyen tout bête, gratuit, ça ne coûte rien en termes de facturation, pour remplacer des instances qui meurent, remplacer des virtual machines qui meurent et garder votre application disponible. Ça va? Je commence en douceur avec des choses gentilles, on va y aller graduellement sur des choses un peu plus complexes à mettre en œuvre au fil du temps. Un autre design pattern qui nous sert énormément chez Amazon Retail, donc Amazon.com, Amazon.fr, là où vous pouvez commander des choses, c'est de ne pas travailler en synchrone. Parce que quand on travaille en synchrone, et je vois beaucoup de développeurs qui font ça aujourd'hui avec des microservices qui s'appellent de façon synchrone entre tous les microservices, mais quand vous faites ça, vous créez des graphes de dépendance dans vos microservices, et s'il y en a un qui ne répond plus, tous ceux qui dépendent de façon synchrone sur celui qui ne répond plus, tous ceux-là ne peuvent plus fonctionner non plus. Donc ce qui marche très bien pour passer à l'échelle et pour résister à des erreurs temporaires, c'est de travailler en asynchrone. Et quoi de mieux en asynchrone que de pouvoir envoyer des messages. Si vous avez des cheveux blancs comme moi, vous vous souvenez peut-être de vieilles technologies, genre MQ Series ou des choses comme ça, pour poster des messages, beaucoup utilisés dans les banques, dans les institutions publiques sur mainframe. Dans le cloud, il y a des services managés aussi pour passer des messages. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez Amazon pour découpler les services. Par exemple, vous avez un front-end web qui fournit l'interface graphique, et puis vous avez un back-end qui fait du processing un peu long. Imaginez, je sais pas moi, une application où les clients peuvent envoyer des images, et puis ces images dynamiquement, on les redimensionne, on en fait des thumbnails. C'est un process qui n'a aucune raison d'être en synchrone. C'est un process qui marche très très bien en asynchrone. Donc plutôt qu'avoir l'API qui appelle une autre API, le front-end, qui appelle une autre API pour aller faire le resizing de vos images, vous pourriez juste poster un message dans une queue en disant « voilà, il y a une nouvelle image à traiter ». Et puis, votre process de traitement d'image, il consomme les messages de la queue, il traite les images et puis il notifie celui qui l'a appelé pour dire voilà, mon image est prête à ce moment-là. Et il y a des tas d'avantages à faire ça. Un des avantages, c'est qu'on peut scaler les 2 flottes de machines séparément. Donc s'il y a besoin à un moment de plus de capacité pour traiter plus d'images, on peut augmenter la flotte de ces machines-là sans nécessairement toucher à la capacité du front-end, ou inversement, on peut augmenter la taille du front-end sans toucher à la capacité du back-end. La difficulté, évidemment, c'est de notifier l'appelant ou l'API que le job est fini. Donc là, il faut mettre en place un mécanisme qui permet d'envoyer une notification, parce que du polling, ce n'est pas très efficace. On ne peut pas demander au client d'aller demander toutes les secondes, toutes les 5 secondes, « Est-ce que tu as fini ?»« Non. »« Est-ce que tu as fini ?» Non. Donc il vaut mieux dire, voilà, appelle-moi quand tu as fini. Et il y a des mécanismes pour faire ça sur AWS également, un service qui s'appelle SNS, qui permet d'envoyer une notification à l'application cliente, par exemple, et donc le client peut à ce moment-là faire un nouvel appel d'API pour avoir le résultat du travail qui est fait par le back-end. Un autre avantage de ce pattern-là, c'est qu'on peut avoir plusieurs files d'attente pour poster des messages. Imaginez que vous ayez des clients payants et des clients gratuits.
pourriez dire, ben voilà, les clients gratuits, je mets leur message vers ma flotte de worker nodes dans une file pour les clients gratuits, et puis j'ai une file à plus haute priorité, une queue à plus haute priorité pour les clients payants. Et comme ça, vous pouvez fournir différentes qualités de service, introduire ce concept de qualité de service dans vos applications. Alors ici, j'ai pris l'exemple de clients gratuits et payants, mais ça peut être n'importe quel critère que vous décidez pour des files à haute priorité ou à basse priorité. Quatrième, les bases de données. Ça, c'est souvent le talon d'Achille des applications. Moi, en tant que développeur, si je pouvais faire des applications stateless sans base de données, je préférerais. Malheureusement, la réalité, c'est pas ça. Il y a des bases de données. Qu'est-ce que vous faites quand votre base de données est morte? Parce que ça peut arriver. Une base de données peut mourir. Une base de données peut être corrompue. Une base de données peut avoir tellement de requêtes qu'elle répond avec des délais, donc de la latence. Est-ce que votre application est prête pour survivre à une augmentation de latence de votre base de données? Alors, il y a plusieurs moyens de scaler des bases de données, et ces moyens de scaler des bases de données permettent aussi de les rendre un peu plus disponibles. C'est une question d'interview que j'aime bien poser aux candidats qui postulent chez AWS, c'est décrivez-moi les différents moyens pour scaler une base de données. Alors évidemment, il y a le scaling vertical, je mets plus de CPU, plus de disques, etc. Mais à un moment, vous allez arriver aux limites. Un moyen très efficace, c'est d'utiliser, et c'est très facile à faire avec Postgres ou avec MySQL, c'est faire des read réplicas. Donc vous avez une base de données principale qui accepte les ordres d'écriture, insert, update, delete, et puis des bases de données réplicas qui sont répliquées de façon asynchrone, où vous pouvez envoyer vos ordres de lecture. Dans ce cas-là, non seulement vous scalez votre système, puisque vous répartissez la charge sur plusieurs bases de données, mais en plus, si jamais il y a un problème sur la base de données principale, celle qui accepte les ordres d'écriture, bien, la lecture fonctionne toujours. Ça veut dire que votre application peut continuer à fonctionner en mode dégradé, sans fournir l'ensemble des fonctionnalités à vos clients. Il y aura peut-être quelques options qui ne marcheront pas, ou vous devrez dire « Ah, désolé, cette partie-là n'est pas disponible pour le moment ». Mais au moins, en mode lecture, ça fonctionnera toujours. Vous vous souvenez, ma voiture qui roule sur 2 roues au lieu des 3, ben, c'est exactement ça. Vous continuez à fonctionner en mode dégradé. Il y a d'autres techniques pour faire ça, en fonction de vos besoins de scaling de bases de données, de disponibilité. Le sharding des bases de données. Sharding, ça veut dire utiliser des bases de données différentes pour stocker la même entité, mais selon une clé de répartition, dire une partie de mes records seront dans une base de données, une autre partie dans une autre base de données. Je vais prendre un exemple vraiment bête. J'ai beaucoup de clients, j'ai des millions et des millions de clients. Bien, tous les clients dont la première lettre du nom, c'est entre A et M, je les mets dans l'instance 1, et entre N et Z, je la mets dans l'instance 2. Très mauvaise clé de répartition, ne faites pas ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas de garantie que la répartition soit uniforme sur les bases de données, donc il faut des clés de hachage un peu plus subtiles que ça, mais c'est l'idée. Donc ça, c'est du sharding, pardon, c'est le slide suivant, sharding de bases de données, où vous répartissez en fonction d'un shard, d'une clé de hachage. Et l'exemple qui était sur le slide avant, ben, c'est la fédération de bases de données. C'est dire, ben voilà, mes produits sont là, mes users sont là, mes ventes sont là. Ça a l'avantage de segmenter vos bases de données, donc de laisser l'application respirer si jamais une base de données tombe, et de continuer à fournir un service partiel, si une des bases de données n'est plus là. Le gros désavantage de ça, c'est si vous devez faire du reporting, ou si vous devez croiser des données, faire des jointures entre des bases de données différentes, c'est pas facile. Donc souvent pour le reporting, ce qu'on voit quand les clients font ça, ils mettent en place des pipelines de TL pour extraire les données, pour les mettre dans un data warehouse, et puis faire le reporting dans un data warehouse, où les contraintes de disponibilité ne sont pas toujours les mêmes. Un data warehouse, à la rigueur, s'il n'est pas disponible une demi-heure, peut-être que les rapports seront disponibles un peu plus tard. Pour beaucoup de métiers, pour beaucoup de types de rapports, c'est acceptable. Ici, ce design pattern vise vraiment à garantir ou à optimiser la disponibilité de vos sites transactionnels. Ça va? Toujours? Vous me suivez? Timeout. Qui a déjà regardé les timeouts sur votre app serveur par rapport à la base de données? 10%? Ah, un peu plus. Vous êtes bien. Souvent, j'ai très peu de mains qui se lèvent à cette question-là. Très peu de mains qui se lèvent. Et pourtant, les timeouts, ça fait partie, c'est une partie essentielle de la garantie de disponibilité que vous allez offrir à vos clients. Imaginez un cas relativement typique. Vous avez une application qui tourne sur une VM, disons un app server. On peut imaginer une application Java avec Tomcat ou un truc un peu plus, enfin voilà, quelque chose qui parle à une base de données. Et puis tout d'un coup, la base de données, à cause de la charge, elle commence à ralentir. Et
que va-t-il se passer sur votre application quand la base de données ralentit à tel point qu'il faut plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes avant de fournir une réponse? Ça dépend des timeouts. Ça dépend du timeout que vous avez sur l'app server, ça dépend du timeout qui est configuré au niveau du client. Donc 2 timeouts à vérifier. Voyons ce qui se passe. On a une première connexion. L'app server ouvre une connexion TCP. Imaginons que ce soit du Java, donc je fais un JDBC quelque chose, pouf, insert dans ma base de données. La base de données ne répond pas. Après un certain temps, l'app server il va dire désolé, il y a un timeout. Imaginons dans ce cas-là que vous ayez choisi le timeout par défaut de votre app server. Et malheureusement, avec Java, et c'est pour ça que je prends cet exemple-là, avec Java et MySQL, souvent le timeout par défaut, c'est infini. Il n'y en a pas. Et donc, elle ne va jamais renvoyer un message d'erreur au client. Et donc, c'est le client qui va faire un timeout à un certain moment. Donc, le client, il va faire un timeout, mais vous avez bien programmé le client, vous ne mettez pas un stack trace à la face de l'utilisateur, non. Vous allez réessayer, parce que c'est ce que je vais vous dire juste après dans ce talk, il faut réessayer. Donc vous réessayez. Et bien sûr, la base de données, elle n'est pas plus rapide qu'avant, donc il n'y aura pas de timeout non plus. Et donc c'est le client qui va faire timeout, et donc vous allez réessayer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc petit à petit, vous allez consommer toutes les connexions TCP, puisque vous savez que le nombre de connexions TCP sur un host est limité, vous allez consommer toutes les connexions TCP vers votre base de données et plus personne ne pourra se connecter à la base de données. Fail to get connection from connection pool. Vous avez peut-être déjà vu ce message d'erreur. Donc, regardez les timeouts sur votre app server. Quel que soit le langage de programmation, quel que soit l'app server, il y a moyen de régler les timeouts. Que ce soit Java, Python ou autre, il y a des timeouts. Allez regarder dans la doc. Faites attention, je le répète, à MySQL, JDBC, parce que le timeout par défaut c'est 0, et 0 ça veut dire pas de timeout, donc c'est au client de gérer ça. Dans tous les langages il y a des facilités, ici c'est un décorateur en Python, vous avez la même chose en Java, en Ruby et d'autres qui permettent d'indiquer quelle est la méthode à appeler en cas de timeout et quand l'appeler. Donc sérieusement, regardez les timeouts et mettez des timeouts. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment à part mettre un timeout pour améliorer cette situation? Une des choses qui marche très bien pour nous, c'est de ne pas réessayer immédiatement. Donc une best practice, c'est de réessayer. Le client, quand quelque chose ne marche pas, surtout dans un mode distribué, surtout dans le cloud, réessayer. Parce que souvent, les situations ont tendance à être engorgées à un certain moment, et puis ça se résout avec le temps. Donc réessayer. Mais si vous réessayez immédiatement, tout que ça ne marche pas, je réessaye, ça ne marche pas, je réessaye, ça ne marche pas, je réessaye, vous allez augmenter la charge sur un système qui est déjà mal en point, puisqu'il ne répond pas à ce moment-là. Donc plutôt que réessayer immédiatement, essayez d'espacer un peu vos tentatives de reconnexion. C'est ce qu'on appelle implémenter un exponential back-off. Alors c'est un mot très compliqué pour quelque chose de très simple, qui dit à chaque fois que je réessaye, j'attends. Et à chaque fois que je réessaye, j'attends un peu plus longtemps. Donc la première fois, je donnais des exemples en secondes, mais ça pourrait être en millisecondes. La première fois, j'attends 1 seconde, et puis j'attends 2 secondes, et puis j'attends 4 secondes, et puis 8 secondes, et puis 16 secondes, etc. Pourquoi? Parce que si on espace à travers le temps, eh bien, il y a beaucoup moins de chances qu'on tombe sur un problème temporaire. Et si le problème était temporaire, il y a de bonnes chances que le problème se résorbe par lui-même, parce qu'à un certain moment, mon app server là, ou le système d'exploitation en dessous, en tout cas, il va commencer à lâcher les connexions qui restent pending. L'OS, à un moment, va dire « Ok, bon, celle-là, on la nettoie, on la termine. » Et donc, il y aura des nouvelles connexions qui vont être disponibles. Donc, si j'attends un peu, en principe, l'OS va faire le nettoyage derrière moi et je pourrai continuer à utiliser ma base de données. Donc, si on met un timeout de 10 secondes, par exemple, sur l'app server, les connexions sont réalisées, ou l'OS va réaliser les connexions. Et donc, si j'attends plus de 10 secondes, au final, à gauche, ma tentative de reconnexion à 16 secondes, celle-là, elle va fonctionner et je pourrai enfin avoir accès à ma base de données. Il y a quand même un petit problème avec l'exponential backoff, c'est si vous implémentez ça au niveau des clients et que vous avez un client extrêmement distribué, imaginez une application web, une application mobile. Vous avez une application mobile, et vous avez 1 million de clients qui utilisent l'application mobile. Et l'API ou la base de données en back-end tombe
Et au même moment, votre million de clients concurrents va commencer sa procédure d'exponential back-off. Donc tous les clients vont commencer à 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes de rétablir une connexion. Ça va faire beaucoup de trafic d'un coup, parce que les clients, normalement, ils arrivent progressivement au fil du temps. Et là, vous voyez sur le graphe de gauche, vous avez toutes les tentatives de reconnexion qui sont groupées au même moment, parce qu'elles ont toutes été implémentées, forcément, c'est le même code, pour se refaire en même temps. Et donc, de nouveau, vous allez remettre une pression, un stress sur un système qui est déjà en difficulté. Et en général, vous n'allez pas améliorer les choses si vous faites ça. Bien au contraire, vous allez contribuer à crasher le système. Donc ce qui marche pour nous et ce qu'on fait systématiquement maintenant chez AWS et chez Amazon dans nos services, c'est d'inclure un tout petit peu d'aléatoire, ce qu'on appelle du jitter. Alors si je dis implémenter de l'exponential back-off avec jitter ou with jitter, ça a l'air super compliqué comme ça, mais l'exponential back-off, j'ai déjà expliqué, c'est pas si compliqué que ça, et le jitter, c'est vous saupoudrez le tout d'un peu d'aléatoire, c'est-à-dire plutôt que de réessayer à 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes, vous allez réessayer à 2 secondes, plus ou moins 1 seconde aléatoire, à 4 secondes, plus ou moins 1 seconde aléatoire, de manière à répartir dans le temps les tentatives de reconnexion de vos clients, et c'est le graphe que vous voyez là à droite, vous voyez que ces pics qu'on avait à gauche sont plus dilués, sont plus répartis sur le temps, vous ne remettez pas de pression sur un système qui est déjà en grande difficulté. Alors quand je dis que le mot est compliqué mais que l'implémentation est simple, c'est vrai, hein, exponential back-off with jitter, c'est une ligne de code en Python. C'est un time sleep, 2 exposants n, n étant le numéro de ma tentative d'essai, donc c'est exponentiel, avec un tout petit peu de randomness entre 0 et 1000 millisecondes, donc ici entre 0 et 1 seconde. Donc c'est une ligne de code. Une ligne de code. Et quand on fait ça, on voit que le nombre de clients qui se connectent, c'est la ligne la plus basse du graphe. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs dans la salle, mais c'est la ligne tout en dessous. Tandis qu'on ne fait pas de jitter, c'est la ligne mauve qui est tout en haut du graphe. Évidemment, si vous implémentez du retry, n'oubliez pas d'implémenter, et c'est beaucoup plus facile à dire en étant sur scène ici face à vous que vous quand vous serez sur votre clavier, d'implémenter des opérations qui sont idempotent, des opérations qui sont, je ne sais pas comment on traduit ça en français d'ailleurs, mais de manière à ce que si le client appelle 2 fois la même opération, vous ayez la garantie qu'elle ne soit effectuée qu'une fois par le back-end. Comment on fait ça? Chez nous, en général, on rajoute un token, un numéro à l'opération, de manière à ce que si je réessaye, le token est le même, et donc le serveur sait que c'est une requête qu'il a déjà reçue, et qu'il ne doit pas insérer, par exemple, les données une 2e fois dans la base de données, mais qu'il s'agit de la même requête que celle qui est peut-être déjà en cours de traitement. Un pattern qui marche bien également avec les bases de données qui commencent à ralentir, ce sont les circuit breakers, donc les fusibles. Plutôt que parler à la base de données, vous mettez un proxy logiciel, je ne parle pas d'un proxy d'infrastructure, je parle d'un proxy, d'une classe de proxy, du design pattern de proxy dans votre code, qui fera un coupe-circuit entre vous et la base de données. Donc si jamais la base de données ne répond pas, etc., vous pouvez implémenter les timeouts et la logique de retry au niveau du circuit breaker, et le circuit breaker peut retourner une erreur significative à votre code client du service back-end, de manière à l'informer que ce n'est pas disponible pour le moment. Alors la grand-mère ou le grand-père de toutes les librairies de circuit breaker, c'est Hystrix, qui est en open source, de Netflix, qui est plus super maintenu pour le moment. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'une librairie qui n'est plus maintenue? Parce que c'était la première, en tout cas la première à ma connaissance, en open source, et que toutes celles que vous allez trouver aujourd'hui dérivent en philosophie, en implémentation, d'une certaine façon, de celle-là. Donc quoi que vous trouviez, si vous allez regarder ce que c'est qu'Hystrix et vous comprenez les principes de Hystrix, vous allez retrouver ce concept de circuit breaker dans plein d'autres librairies. Et là aussi, c'est en Java, donc c'est un exemple Java là, mais c'est simplement une annotation à rajouter avant vos méthodes qui dit si jamais ça ne répond pas, voici la méthode qu'il faut appeler. Et la méthode qu'il faut appeler, elle fait autre chose. Plutôt que d'aller chercher des données en base de données, peut-être qu'elle fournit des données d'un cache, peut-être qu'elle fournit des données hard-codées pour tout le monde, mais au moins ça ne plante pas. Au moins, ce n'est pas une stack trace en disant qu'il n'y a plus de connexion disponible. Je parle beaucoup, il me reste 20 minutes. Health checks. Health checks, c'est super important. Un health check, ça permet à un load balancer ou un proxy, votre flotte de front, de vérifier la disponibilité des services en back-end et d'envoyer des requêtes
uniquement aux services qui sont disponibles. Donc typiquement, vous avez DNS qui pointe vers un load balancer vers une flotte de web servers, la flotte de web servers sur une flotte de back-end, les back-ends sur des bases de données. Il peut y avoir d'autres services en back-end, comme envoyer un mail par exemple, appeler des autres services. L'idée, c'est de tester, est-ce que mon application fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Est-ce que je vais envoyer une requête qui vient d'un client au serveur en front-end, est-ce qu'il est capable de la gérer ou pas? Et donc la manière dont ça marche, en tout cas sur AWS, mais je suppose ailleurs aussi, ce sont les load balancers chez nous qui vont demander à toutes les instances auxquelles ils parlent de dire, tiens, est-ce que tu vis toujours? Oui, je vis toujours. Est-ce que tu vis toujours? Je vis toujours. Et il y a deux manières de faire ça pour vous qui implémentez ce code-là, de health check. Le premier, c'est juste dire, si je reçois l'appel et que je suis capable de répondre, je réponds. Et ça, c'est ce qu'on appelle le shallow, le peu profond. Et puis, il y a les deep health checks, où on se dit, pour fournir mon service, j'ai besoin de l'ensemble des dépendances qui sont en back-end par rapport à moi. Et donc, quand je reçois une demande de health checks, non seulement je vais répondre oui si moi je suis vivant, mais je vais aussi aller tester toutes mes dépendances. Et si seulement toutes mes dépendances sont bonnes, alors je réponds oui. Ça prend plus de temps. Et ça veut dire que si une dépendance est morte, le load balancer va considérer votre instance comme morte. Ce qui n'est pas nécessairement nécessaire. Parfois, votre instance peut continuer à fonctionner, même si certains services de back-end ne sont pas disponibles. De nouveau, pensez en termes de possibilité de continuer à fonctionner dans des conditions dégradées. Peut-être que si le service de mail ne fonctionne pas à ce moment-là, vous pouvez quand même servir le client. Le mail, vous le mettez en queue et vous récupérerez plus tard quand le serveur de mail sera disponible. Donc à vous de voir si vous implémentez des shallow, donc des health checks peu profonds ou des health checks en profondeur. Quand les choses ne marchent pas, quand vous avez des problèmes de latence, quand il y a un peu trop de charge, pensez à prioriser jusqu'à un certain point les health checks. Parce que si vous commencez à dire, OK, ça c'est du trafic non prioritaire, c'est du trafic technique, c'est pas du trafic qui vient d'un utilisateur, donc c'est le premier trafic que je jette et auquel je passe pas mon temps à répondre à ça, vous allez vous faire jeter du jeu du load balancer si vous répondez pas à ces health checks. Donc les health checks doivent avoir la même priorité que les requêtes que les utilisateurs font. Et en parlant de ça, parlons de load shedding, justement. Le load shedding, c'est cette capacité qu'ont certains systèmes à dire s'il y a trop de monde, je préfère ne pas répondre à la requête plutôt que tuer mon système. Donc vous savez qu'en fonction du nombre de connexions que vous allez recevoir par seconde, la latence de votre application va augmenter, vous allez mettre plus de temps à répondre. Et à un certain moment, vous n'allez plus répondre du tout. Si vous recevez trop de transactions, vous allez saturer le système, il ne va plus répondre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux commencer à jeter des requêtes valides avant que je ne meure et ne pas servir une petite partie de mes clients? Ou est-ce que je laisse essayer de servir le plus de monde possible jusqu'à l'asphyxie, jusqu'à ce que je meure et je ne sers plus personne? Parce qu'au final, du coup, je sers 0 client. Donc il y a beaucoup de sociétés qui mettent en place du load shedding, qui rejettent des requêtes qui sont parfaitement valides parce qu'on n'a plus la capacité pour pouvoir les servir. Alors, la forme la plus basse de rejection, c'est renvoyer un HTTP 500 quelque chose. Évidemment, ça, c'est pas très sympa. Mais ce qu'on voit de plus en plus, et peut-être vous avez utilisé une application qui s'appelle Doctolib récemment, elle vous met en file d'attente. Et on crée des files d'attente virtuelles. Je parlais de Cézanne tout à l'heure. Ils font la même chose quand ils lancent une nouvelle collection. Il y a beaucoup de trafic sur leur site web. Et eux, c'est plus pour des raisons marketing que pour des questions techniques. Mais ils parquent les gens sur une file d'attente. Et c'est des choses que vous pouvez implémenter extrêmement facilement au niveau d'un CDN, par exemple, d'un Content Delivery Network. Si vous êtes chez Cloudflare, il y a une fonction qui permet de faire ça. Si vous utilisez une autre qui s'appelle CloudFront, CloudFront, je me mélange dans les noms. Si vous utilisez CloudFront, il y a aussi moyen de programmer. Il faut le programmer, hein. Ce n'est pas une fonctionnalité standard, mais avec des fonctions lambda, il y a moyen de programmer une file d'attente et pour dire, en fonction des métriques, et là, la difficulté, c'est de choisir la bonne métrique. Quelle est la métrique que vous allez choisir pour dire, à partir d'un moment, je ne sers plus mes clients, je les mets en file d'attente. Donc l'avantage, c'est que vous continuez à servir dans de bonnes conditions les clients qui arrivent à rentrer sur le site, et vous rejetez ou vous parquez gentiment dans une file d'attente ceux qui ne peuvent pas rentrer sur le site. Donc le graphe est un peu, le slide est un peu violent, parce qu'on met à la poubelle. Les files d'attente, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus customer friendly que simplement mettre la requête à la poubelle. Mais enfin, vous pouvez imaginer la même chose pour du trafic back-end vers des API, par exemple. Attention, si vous faites du load shedding, choisir la bonne métrique, pas rejeter trop vite, parce que vous allez frustrer vos clients, pas rejeter trop tard, parce que sinon c'est trop tard, vous êtes mort, et pas rejeter les health checks.
parce que sinon le load balancer va considérer que vous n'êtes plus là et il va vous tuer. Et vous n'avez pas besoin d'être tué à ce moment-là, vous êtes justement sous pression et sous contrainte. Donc ne rejetez pas le trafic qui vient des load balancers. Si vous rejetez, comme j'ai dit, file d'attente, tout à l'heure je parlais de dégradation partielle également, vous pouvez renvoyer du contenu qui est pré-mâché, plutôt que d'avoir du contenu dynamique calculé spécifiquement pour cet utilisateur-là, vous renvoyez la même chose à tout le monde, voire vous renvoyez un site web statique qui est stocké sur Amazon S3 par exemple, ou une partie, une frame statique dans votre site web, mais renvoyez du contenu pré-mâché. Ça c'est un exemple de Netflix, vous avez peut-être reconnu l'interface, ils font ça super bien. Tout ça c'est dynamique, tout ce que vous voyez là c'est dynamique pour vous, mais si jamais les services qui servent à assembler cette page d'accueil sur Netflix ne marchent pas, vous recevrez du contenu pré-caché, du contenu pré-généré, et vous vous en rendrez même pas compte probablement, mais au moins vous continuerez à voir la home page. Même chose sur la page d'Amazon.fr. Quand vous connectez sur Amazon.fr, il y a plus de 200 microservices qui sont appelés pour composer cette page, que ce soit la publicité, les recommandations, votre historique d'achat, les trucs qui sont en promo, etc. Et si jamais un microservice ne répond pas en un certain temps, vous n'aurez pas un carré blanc à l'écran, mais vous aurez du contenu précalculé, prémâché, statique, caché, peu importe. Mais vous aurez du contenu et vous n'aurez pas ce genre d'interface toute blanche que vous avez déjà vu. J'adore Reddit, c'est malheureux qu'on ait pu prendre cette copie d'écran, mais ça arrive quand vous ne mettez pas du contenu pré-caché, justement. Vous avez tous les composants de la page qui essayent d'appeler leur microservice pour avoir du contenu, et ils ne répondent pas, et donc la page reste à moitié blanche. Dernier truc, presque dernier, encore deux, mais dernier gros truc, c'est le sharding. Le sharding, c'est la possibilité de faire des isolations entre différentes parties de votre application. Ce n'est pas un nouveau concept, on utilise ça pour construire des bateaux, on isole les différents compartiments de manière à ce que s'il y a une voie d'eau, eh bien l'eau ne se répartit pas partout sur le bateau, et le bateau ne coule pas, en théorie. Ça ne marche pas toujours. Il y a eu un exemple où ça n'a pas marché, mais en général, ça permet de limiter la casse à un compartiment et pas à l'ensemble. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose sur votre flotte d'API ou sur votre flotte de front-end. Imaginez que, plutôt que d'avoir 10 instances de serveurs qui servent indifféremment tous les clients, vous coupiez cette flotte en petites cellules. Vous avez des cellules de 2 serveurs. Et vous avez 5 cellules. Ici, il y en a 6 sur le graphe, mais enfin, vous avez l'idée. Chaque cellule a 2 serveurs. Et puis, vous assignez des clients à une cellule. Donc, en haut, j'ai tous mes clients, le petit lapin, le petit poussin, le trèfle, etc. Et je les assigne à des cellules. Et ces clients-là seront servis par les instances, par les virtual machines de cette cellule-là. Toutes les cellules sont identiques, mais j'ai choisi arbitrairement de servir le petit lapin par la cellule, je ne sais pas, il faut que je retrouve le petit lapin, le 4 et la 3, par exemple. D'accord ? Comment vous faites cette répartition ? C'est un peu en dehors du scope là maintenant, mais il faut un proxy devant, il faut un truc qui soit capable de calculer de nouveau une clé de hachage. Netflix fait ça avec des proxys, ils ont leur propre proxy, on peut faire du HA proxy. Il faut un truc qui calcule une clé de hachage par client et qui assigne ce client a une cellule. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire avec les load balancers, par exemple. Sur AWS, les load balancers ont un concept de target group, de cible. Et bien, chaque cellule, c'est une cible. Et puis, vous filtrez dans les headers HTTP ou dans les paramètres de la query string. Selon le nom de la cellule, ben, le load balancer enverra le trafic sur les serveurs dans cette cellule. Imaginez que vous ayez le monsieur qui traverse la rue là, au début de mon speech, vous savez, celui qui fait tomber les barrières. C'est la requête imprévue, la requête buggée, la requête du client que vous ne pouviez pas prévoir, ce qu'on appelle le pause and pill, le truc qui fait planter votre serveur, le truc non testé qui fait planter votre serveur. N'oubliez pas que les clients vont réessayer, donc la cellule va mourir, d'abord le premier serveur, puis le client va réessayer, il va tuer le deuxième serveur, et à un moment, il n'y a plus de cellules. Si votre client est réparti sur 2 cellules, ben, il va basculer sur l'autre cellule, génial. Deuxième cellule, je vais tuer le premier serveur, deuxième serveur, troisième serveur, et éventuellement, je vais tuer tous les serveurs. Mais comme un client est assigné qu'à 2 cellules, ce client-là, il ne va pas réessayer après et il ne va pas tuer ma cellule 3, 4, 5, 6. Et donc tous les clients qui sont assignés à la cellule
3, 4, 5, 6, ils vont continuer d'être servis, ils vont remarquer aucune différence, ils vont dire non, pour moi l'application fonctionne très bien. Et peut-être que vous avez déjà vu ça sur Twitter, sur Facebook ou même sur Amazon, parfois sur AWS, quand il y a un truc qui ne va pas, on commence à voir sur les réseaux sociaux, tiens, la console elle ne fonctionne plus pour moi dans telle région, ou tiens, Twitter est mort pour moi, ou tiens, tel service est mort pour moi. Et puis il y a des tas d'autres gens qui répondent mais non, pour moi ça marche très bien. Et ben voilà, ça c'est un exemple de sharding appliqué. Certains utilisateurs vont perdre le service, mais au moins vous gardez une partie du service qui fonctionne pour la majorité de vos utilisateurs. Et donc là, l'unité, la métrique, c'est ce qu'on appelle le blast radius, c'est l'effet de souffle. S'il y a une chose qui va mal, quel est l'effet de souffle? Combien de serveurs vous allez mettre down et combien de serveurs vous allez garder pour garder vos clients qui fonctionnent? Quelles sont les fonctionnalités qui vont mourir? Peut-être que certaines fonctionnalités seront affectées et pas d'autres. Ça dépend comment vous répartissez vos serveurs sur vos fonctionnalités ou inversement vos fonctionnalités sur vos serveurs. Alors l'exemple que j'ai donné, il est pas mal parce qu'on limite la mort à la cellule 1 et 2 et on garde les cellules 3, 4, 5, 6 dans mon exemple. Mais on peut encore faire mieux. Parce que si vous avez remarqué, dans mon premier exemple, j'avais 3 clients impactés et les 3 clients partageaient les 2 mêmes cellules. Donc les 3 clients mourraient en même temps à cause d'un client. Il y a 2 pauvres clients qui n'avaient rien demandé, mais qui aussi auront une indisponibilité. Et donc, ce qu'on fait chez AWS, on assigne les clients à des cellules différentes de façon aléatoire, de manière à éviter que les mêmes clients partagent les mêmes cellules, ou le moins possible en tout cas. De manière à ce que si 2 cellules meurent, il y ait le moins possible de clients qui partagent ces 2 cellules-là. Donc de nouveau, ici, j'ai réparti mes clients, cette fois-ci de façon aléatoire. J'ai mon poison pill qui va tuer petit à petit la cellule 1, donc ça va affecter le petit lapin et l'épi de maïs. Mais le petit lapin et le petit épi de maïs, ils sont toujours servis par des autres cellules, cellule 2 pour le maïs, cellule 4 pour le petit lapin, tandis que mon client qui envoie le poison pill, la requête qui tue tout le monde, lui, il est servi par la cellule 5. Et donc, quand éventuellement, il va aussi tuer ma cellule 5, les clients qui partageaient avec lui la cellule 1 et la cellule 5, ils ne sont pas sur les mêmes cellules, ils ont encore une autre cellule. Donc, eux, ils continuent à avoir le service. Et dans ce cas simple, ici, je n'ai qu'un seul client qui est affecté, c'est le client buggé qui envoie la requête qui tue. Donc en répartissant de nouveau avec un peu d'aléatoire vos clients sur les cellules, vous arrivez à encore plus réduire l'effet de souffle. Et là, si vous avez été à l'école, et je ne doute pas que vous ayez tous été à l'école, vous avez fait de la combinatoire, et vous avez peut-être des très bons souvenirs de combinatoire, mais la probabilité d'avoir 2 clients sur la même cellule diminue très fortement dès que vous augmentez le nombre de cellules ou le nombre de clients. Ce sont des factoriels qui sont en jeu ici. Donc croyez à la puissance des maths, croyez à la puissance des combinatoires, et créez des cellules relativement grande. N'oubliez pas, il faut un mécanisme de routing au-dessus, il faut un proxy ou quelque chose qui reçoit, une flotte de proxy qui reçoit les requêtes et qui utilise une métrique, ça peut être le client ID ou le session ID, pour décider comment créer ces shards. De nouveau, il faut une clé de hachage et aller répartir les clients sur les différentes cellules qui sont à votre disposition. Elle était longue celle-là. Il m'en reste une dernière, je voudrais un tout petit peu parler de chaos. Je ne vais pas rentrer trop longtemps dans les détails parce qu'on pourrait faire un talk séparé sur le chaos. Mais l'idée et le message que je veux passer dans cette dernière partie, c'est tester. Vous avez beau développer, mettre en place les principes dont j'ai parlé avant, de réessayer, de mettre du exponential backoff, du jitter, faire des cellules, etc. Tant que vous n'avez pas testé, vous ne savez pas si ça marche vraiment. Et quoi de mieux que pour tester que la prod? C'est le meilleur endroit pour tester, non? L'idée du chaos computing, ou les Fire Day, enfin il y a plein de noms différents, c'est de créer des hypothèses, se demander, tiens, que se passe-t-il si la latence de ma base de données augmente? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de résolution DNS? Qu'est-ce qui se passe si le CPU de ma flotte est à 90%? Voilà. Vous créez des hypothèses et puis vous allez tester ces hypothèses. Donc vous allez de manière consciente, changer des paramètres sur votre système pour tester, pour valider votre hypothèse. Alors évidemment, vous allez faire ça en test ou dans des environnements contrôlés au début. La prod, c'est pour rire. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui le font en prod. Amazon le fait en prod, Netflix le fait en prod. Mais il faut déjà un certain niveau de confiance dans son architecture et de maturité sur ce genre d'exercice pour aller faire ça en prod. Mais oui, Netflix teste en prod, il tue des serveurs, il simule des zones de disponibilité qui tombent. Amazon fait ça également. Ça, c'est un peu l'étoile du Nord, la vision que vous devez avoir. Évidemment, pour commencer, vous
vous ne testez pas en prod. Mais l'idée, c'est de faire des expériences contrôlées. Donc définir une hypothèse, injecter la panne, voir comment ça marche, comment ça réagit. Et quand je dis ça, je suis vague, et je suis volontairement vague. C'est comment votre application réagit, comment les systèmes réagissent, comment les opérateurs ou les DevOps réagissent. Est-ce que vous monitorez les bonnes métriques? Est-ce que vous monitorez les bonnes alarmes? Est-ce que les gens qui reçoivent les alarmes savent ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il y a des procédures, des runbooks? Qui est-ce qu'il faut appeler? Quels sont les chemins d'escalation? Est-ce que vous avez déjà testé tout ça? Donc le chaos engineering, c'est bien plus que simplement aller injecter des pannes dans la prod et voir ce qui se passe. Ce sont des expériences contrôlées, limitées dans le temps, idéalement qui puissent revenir en arrière automatiquement si quelque chose se passe mal, pour tester l'ensemble de la chaîne de résilience. Donc pas uniquement votre infrastructure, pas uniquement votre code, pas uniquement les gens, mais l'ensemble. Est-ce que l'ensemble, parce que comme je l'ai dit au début, la résilience, c'est un résultat d'un ensemble de facteurs, et l'ensemble de ces facteurs doit fonctionner correctement pour que votre application soit résiliente. Il y a des outils pour vous aider, de nouveau, Netflix, merci, en open source, ils ont sorti beaucoup d'outils de tests qui sont les Chaos Monkeys, différents types de singes qui simulent différents types de pannes, et ensemble, on appelle ça le Simian Army. Donc c'est l'ensemble des outils de Netflix pour injecter des pannes dans des systèmes, de prod ou non. Et puis chez AWS, on a également lancé un service qui s'appelle Fault Injection Services. J'avance un tout petit peu parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Fault Injection Simulator, pardon, qui permet d'injecter des pannes sur votre système. Par exemple, vous voulez simuler qu'il n'y a plus de mémoire sur votre système, donc vous démarrez une virtual machine Java, ou non, je blague. Vous lancez un programme qui va consommer toute la mémoire sur votre flotte, et puis vous observez les métriques. Si c'est en prod, vous observez des métriques business également pour s'assurer que le business ne soit pas impacté. Et cet outil est capable d'arrêter l'expérience automatiquement, de revenir en arrière. Il est aussi capable de collecter l'ensemble des métriques de manière à vous montrer l'efficacité de votre test. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai dit, c'est un long catalogue de différentes patterns. Peut-être tout n'est pas applicable pour vous, pour votre application, pour votre entreprise, pour vos applications. Et j'espère que vous en prendrez une ou deux. Regardez au moins les timeouts, pensez à réessayer, pensez à espacer les essais dans le temps. Si vous pouvez commencer par des choses relativement simples comme ça, et puis aller vers des choses plus compliquées, comme mettre en place du sharding ou du shuffle sharding. Sur AWS, on a un outil qui s'appelle Well Architect. C'est une espèce d'outil d'audit qui permet de donner un score d'architecture à vos applications. Ce n'est pas automatique, c'est vraiment un audit. Vous avez un auditeur virtuel qui va s'asseoir à côté de vous, qui va vous poser des questions. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Il y a différents piliers, la sécurité, la performance, l'excellence opérationnelle. Et c'est sur ce pilier-là que vous allez retrouver beaucoup de questions liées à la résilience de vos applications, à l'efficacité de vos applications. Donc, ce n'est pas un outil automatique, c'est un outil qui vous pose des questions, vous répondez aux questions, ça vous donne un score et vous pouvez mesurer, vous pouvez répéter l'exercice à plusieurs moments dans le temps, et ainsi vous pouvez mesurer votre évolution. Est-ce que vous évoluez vers un mieux ou pas? L'ensemble du contenu de cette présentation, je l'ai pris d'un blog post de mon collègue Adrian Hornby, qui est sur Medium, qui est spécialisé dans l'excellence opérationnelle, dans la haute disponibilité, dans la résilience. Tout ce que j'ai expliqué vient de ces blog posts. Vous pouvez aller lire ces blog posts pour beaucoup plus de détails. Et puis chez Amazon, on publie notre expérience de 20-25 ans à construire des sites web à très grande échelle, des sites web qui sont extrêmement disponibles. Donc on a nos seniors engineers, les principal engineers chez Amazon, qui partagent leurs connaissances également avec vous, avec nous. Et c'est une collection qu'on appelle des Amazon Builder Library. Ce sont des articles techniques sur l'architecture qu'Amazon a mis en place, les choses qui marchent, les choses qui permettent d'opérer des sites web à très très grande échelle et à très haute disponibilité, comme Amazon.com, et vous pouvez bénéficier de cela. C'est écrit par des pointures, par des principal engineers ou senior principal engineers, des distinguished engineers. Chez nous, pour être distinguished engineer, chez Amazon, on est un demi-dieu quand on est distinguished engineers au niveau technique. Mais souvenez-vous que votre système va tomber en panne. Ne vous demandez pas si il va tomber en panne. Ça va tomber en panne, il va y avoir des bugs, vous en avez peut-être déjà eu dans le passé. Soyez préparés à y répondre, essayez d'y répondre le plus automatiquement possible dans vos applications.
préparer les applications, les infrastructures, mais les gens aussi à répondre à ces pannes, tester les pannes, simuler des pannes pour voir comment le système réagit. Et puis, soyez prêts pour l'inattendu. Voilà, c'est tout pour moi. Il me reste 5 secondes pour dire que vous pouvez retrouver un podcast AWS en français tous les vendredis matins sur toutes les plateformes de podcast, Google, Apple et tous les autres, si vous voulez apprendre des cas d'expérience client ou partenaire. Et si vous pouvez passer 30 secondes à aller sur ce lien-là, Eventbox Dev Survey avec ce code-là, ou alors vous prenez votre appareil photo et vous scannez le QR code, c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains, il vous amène vraiment à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Vous répondez à 3 questions, vous mettez 5 étoiles et vous êtes éligible pour recevoir un code de crédit de 15 $ à faire valoir sur votre compte AWS. Comme ça, vous pouvez essayer certaines des choses dont j'ai parlé ici sans devoir dépenser d'argent sur votre compte AWS. Je n'ai pas le temps pour prendre les questions parce que je suis au bout, mais je reste ici et je sortirai de la salle pour laisser la place au talk suivant. Donc je suis ravi de continuer la discussion avec vous dans le couloir. Merci.